Après le massacre de Melilla, le silence et la traque. Le 24 juin dernier, au moins 23 migrants ont trouvé la mort en tentant de franchir la barrière séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. Depuis Rabat mène la vie dure aux personnes exilées de passage sur son sol. Plusieurs dizaines de survivants du massacre ont même été emprisonnés. Reportage pour CQFD. Je suis désolé mon ami, mais ici au Maroc, nous les migrants avons appris à ne faire confiance à personne. Comme beaucoup d'autres personnes contactées, Kamal, j'imagine que le prénom a été changé, Kamal ne veut pas témoigner des tragiques événements du 24 juin à la barrière de Melilla. Si, d'après nos sources, ce Soudanais était présent le jour du massacre, il botte en touche. Le même type d'esquive se répète avec plusieurs interlocuteurs contactés par WhatsApp. Je ne suis pas allé à la barrière avec les autres car j'étais malade ce jour-là, répond l'un, qui finit par préciser qu'il a perdu 7 de ses amis le 24 juin. Un autre affirme, contre toute attente, qu'il était alors en Libye, et beaucoup ne répondent tout simplement pas. Comme le résume Iman qui travaille à Oujda auprès de personnes exilées, personne ne veut témoigner, ils ont tous peur. Relancé et rassuré par nos garanties d'anonymat, Kamal finit par en dire plus. Il explique qu'il a vu un ami mourir et qu'il est pris de crise de larmes quand il y repense. Derrière le traumatisme plane aussi le risque d'incarcération. S'il pense que tu as tenté de passer la frontière ce jour-là, tu es accusé d'être un trafiquant d'humains et condamné à un minimum d'1 an de prison. Alors dans ce pays où pour lui les limites du tolérable sont dépassées, celui qui rêve d'Angleterre s'en remet à la prière, concluant ainsi notre discussion. Oh God, Amen. Lord. Le Maroc est de longue date un territoire privilégié par les subsahariens qui souhaitent rejoindre l'Europe sans passer par la terrible case Libye. La dernière étape avant le Beaux-Arts tant rêvé. Le Beaux-Arts... c'est le premier pied, c'est le pied posé en Europe. Donc il y a 3 zones de passage. D'abord la région de Tanger, avec les traversées par le détroit de Gibraltar, ou la barrière de Ceuta. Ensuite le Sahara occidental, pour celles et ceux qui privilégient la période traversée par l'Atlantique vers les Canaries, et la 3e, les environs de Nador, avec soit les traversées en bateau vers l'Espagne, pour celles et ceux qui ont de l'argent à verser aux passeurs, soit le saut de la barrière de Melilla, pour les poches vides. Mais ces derniers temps, le renforcement de la surveillance voue la plupart des tentatives à l'échec dans la région. Depuis le 24 juin, il n'y a plus eu le moindre passage par la barrière, atteste Marta Lonch, juriste pour la Commission espagnole d'aide aux réfugiés, une association qui intervient au centre d'accueil de Melilla. Dans cette ville, repliée sur elle-même, le massacre du 24 juin n'a pas ému grand monde. Aucun habitant n'est venu au rassemblement d'hommage aux victimes qu'on a organisé, alors que c'est arrivé à la porte de chez eux. Racisme ou lassitude, à Melilla, la barrière fait des morts et des blessés depuis des années. Il suffit de sillonner les abords de cette frontière longue d'une 12aine de kilomètres pour comprendre à quel point la franchir est une gageure. Se dresse d'abord la fameuse triple barrière, dont la première, haute de 6 à 10 mètres suivant les secteurs, est surplombée d'un chapeau anti-grimpe recourbé vers l'extérieur. Et puis les caméras, les miradors, les voitures de police. De l'autre côté, les militaires marocains patrouillant près d'un large fossé et d'une autre barrière ornée de barbelés. Welcome. Arrivé au poste frontière fermé de Barrio Chino, où le massacre a été commis, on observe longuement les lieux. Un chat miaule d'un ton lugubre, vestiges du drame, des habits déchirés pendent aux barbelés, quelques palets de grenades lacrymogènes sont éparpillés dans les fourrés, comme un air de cimetière. Loin dans les faubourgs de Nador, côté marocain, il existe un cimetière, bien réel celui-là, où sont enterrées les personnes exilées non identifiées. Des tumulus dans la terre, ornés de plaques, où sont seulement gravés un numéro et une date de décès. Voici le triste carré des migrants. Tout près, des trous signalent un enterrement collectif interrompu. Ce sont ces tombes qu'a découvertes Omar Nagy, militant suractif de l'Association marocaine des droits humains, le surlendemain du massacre. Il s'est alors empressé de diffuser l'information. Les autorités veulent enterrer les 23 victimes officielles sans autopsie. L'alerte a fonctionné, les corps sont encore à la morgue et les tombes vides. Mais s'y intéresser n'est pas bien vu. 2 individus patibulaires répliquent et nous sommes d'expliquer notre présence. Un coup de fil, et ils sont 5, policiers en civil ou apparentés, inquisiteurs. L'un d'entre eux contrôle les anodines photos de notre téléphone pour vérifier notre statut de touriste, sans se douter que nous avons un appareil photo planqué. Quelques échanges tendus et on nous laisse repartir. Ouf. Ça n'a rien d'un scoop, le Maroc est un état policier. Omar Nagy est bien placé pour le savoir, lui qui, dans le centre-ville de Nador, nous désigne les mouchards chargés de le surveiller. Depuis le 24 juin, il est sur tous les fronts, comme les autres bénévoles de l'AMDH.
Il y a d'abord le travail de reconstitution des faits, puis les tentatives pour retrouver les disparus du massacre, désormais au nombre de 77. En 5 mois, seulement 6 ont été retrouvés. Autre source de mobilisation, les déportations de personnes exilées. Dès l'après-midi du 24 juin, plusieurs centaines d'entre elles ont été convoyées en car vers des villes situées à des centaines de kilomètres de Melilla. Il leur est quasi impossible de revenir. Depuis le drame, les subsahariens ont les pires difficultés à prendre le bus pour la région de Nador. Si ce n'est pas le chauffeur qui leur refuse l'accès, c'est la gendarmerie royale qui les fait descendre au niveau d'un barrage routier. Autant dire que, dans le centre-ville de Nador, on ne croise pas une seule personne exilée. Et dans les proches collines de Gourougou, les autorités multiplient rafles et destructions de campements. Autre moyen de faire régner la terreur, la justice, avec des belles guillemets à justice. Plusieurs procès visant des exilés présents à Melilla le 24 juin se sont tenus à Nador. Alors qu'en première instance, les peines se limitaient le plus souvent à quelques mois de prison, les sentences en appel sont tombées. Le 29 septembre, 15 migrants soudanais et tchadiens écopent de 3 ans de prison. Le 12 octobre, 15 Soudanais prennent de 2 à 3 ans, etc. Des jugements iniques dénoncés haut et fort par la MDH. Omar Nadji, ouvrez les guillemets. Les 87 personnes inculpées l'ont été au hasard, avec notamment des charges concernant une soi-disant implication dans les réseaux de passeurs. C'est absurde, les gens qui passent par la barrière sont les plus pauvres des migrants. Les réseaux, c'est pour les migrations par la mer. Le militant critique également les accusations de violence. Au cours de ces procès, des dizaines de policiers ont affirmé avoir été blessés sur la foi d'attestation médicale, sauf qu'ils reconnaissaient n'être jamais allés à l'hôpital. On a voulu porter plainte contre le médecin qui a signé ces attestations, mais en vain. C'est Kafka chez Mohamed VI. Non seulement police et justice se donnent la main pour occulter les responsabilités marocaines, mais elles inversent les charges, faisant place nette par la même occasion. Une chasse à l'homme qui n'est pas spécifique à Nador, puisqu'elle s'exporte dans tout le Maroc, notamment à Oujda, ceci avec l'appui financier de l'Europe, qui externalise la gestion de ses frontières en payant le Maroc pour le sale boulot. Il y a une note qui nous précise que, selon le quotidien espagnol El País, l'Union européenne vient d'accorder un demi-milliard d'euros au pays pour les 5 prochaines années. On poursuit le reportage à Oujda. C'est une petite pièce spartiate, de quelques mètres carrés, dans un quartier excentré d'Oujda, pas loin de l'université. Le mobilier, sommaire, un réchaud, une petite table et des matelas. Ici vivent 4 amis originaires de Guinée-Conakry. Parmi eux, il y a Roch, gaillard souriant aux cheveux coiffés en dread. Il a beau porter haut sa bonne humeur, celui qui arpente les routes de l'exil depuis 2010 confie que les temps sont durs. Roch a déjà tenté le passage par Melilla en 2021, en vain. Quand on lui parle du 24 juin, il évoque un ami mort ce jour-là, Anwar, jeune Soudanais rencontré en Algérie. Il me traitait comme un frère, il faut avoir vécu la route pour comprendre ses liens. Le visage grave, Roch nous montre une vidéo, on y voit un homme inerte, allongé sur d'autres corps. Un policier tente de prendre son pouls, puis le tire par le bras, avant que la caméra ne se détourne. C'était Anwar, silence. Un des colocataires intervient. Moi je ne veux pas regarder cette vidéo, elle me rappelle des moments horribles. Tu vois des trucs qui te font mal, mais tu ne peux rien dire. Ce jour-là pourtant, les camarades disent beaucoup, les violences subies sur la route, notamment en Algérie, distante d'une dizaine de kilomètres. Roch explique qu'il a le tympan gauche crevé à cause d'une bastonnade subie dans ce pays. Oujda a longtemps profité de sa proximité avec l'Algérie. Bien que la frontière ait été fermée dès 1994 pour cause de tensions entre les deux pays, la contrebande a continué un moment à faire vivre beaucoup de monde. Mais ces dernières années, la frontière s'est encore durcie. Désormais ne passent que ceux qui doivent absolument passer, ils en payent le prix. Outre la clôture et les gardes qui, nous dit-on, n'hésitent pas à tirer, il y a un fossé très profond. Les gens tombent dans ces trous et y meurent parfois, explique Da Silva, travailleur social à Oujda, originaire de Guinée-Bissau. Un de ses amis infirmiers montre des photos de gens blessés dans ce no man's land, dont des gamins souffrant de fractures ou de traumatismes crâniens. Une violence confirmée par Iman, qui bosse avec les personnes exilées à Oujda depuis plus de 10 ans. Là-bas, il y a des vols, des viols, des violences. On nous a mentionné des cas de personnes déshabillées sur lesquelles on lèche des chiens. Des gens arrivent en ville sans rien, ni vêtements, ni documents. Côté algérien comme marocain, les militaires sont terribles. Iman est aussi très inquiète concernant la situation dans la ville même. Elle explique que depuis le 24 juin, la situation s'est beaucoup dégradée à Oujda, qui était jusqu'ici une cité où les exilés pouvaient se reposer avant de poursuivre leur périple. Désormais, il y a des rafles, des déportations vers le centre du Maroc, voire des refoulements en Algérie. Da Silva confirme, les refoulements à la frontière sont nombreux,
Et parfois les autorités algériennes renvoient les personnes au Niger, où elles doivent recommencer leur périple à zéro. Près de l'église Saint-Louis d'Anjou, l'un des rares lieux accueillant les exilés, notamment les mineurs, on discute avec quelques Soudanais qui viennent d'arriver en ville. Ils sont paumés, à l'image d'Ahmed. On ne sait pas où aller, on dort dehors, si la police nous attrape, elle peut nous renvoyer en Algérie. Un autre raconte être passé par la Libye, où il a fait 1 an de prison, seulement libéré quand sa famille a payé la rançon de 1 000 €. Quand on leur demande s'ils n'ont pas peur de tenter leur chance à Melilla, l'un d'eux bat en brèche. Je sais ce qui s'est passé le 24 juin, mais la première fois que j'ai vu des gens se faire tuer, je n'avais que 3 ans. Et mes 3 grands frères ont été tués par balle au Darfour. Alors, 3 petits poumons. Tous se disent prêts à entamer la marche pour Nador, distance d'environ 150 km. Qu'on leur interdise de monter dans les bus ne fera que ralentir leur périple, rien ne leur fera faire machine arrière. Comme le dit Roch, défiant les barrières de Melilla depuis sa petite chambre d'Oujda, ils peuvent mettre un mur de 14 mètres, on essaiera quand même. Tu meurs ou tu passes. Par Émilien Bernard et Claire Rivière.